Alors, il y a aussi, vous le disiez, même avec ces expéditions, ces retours d'espèces, de végétaux. Et puis, il y a quand même présent à Versailles de nombreux animaux exotiques, alors qu'ils n'ont pas forcément été rapportés de ces expéditions. Ce sont parfois des cadeaux de souverains, des cadeaux de princes ou autres. Là, à nouveau, un petit texte qui me plaît bien, j'avoue. Sur l'éléphant du Congo, c'est le procès-verbal de la dissection du pauvre animal par Duvernay en 1681. On trouve ce texte dans les mémoires de l'Académie royale des sciences et on mesure aussi de quelle manière est-ce que ces animaux participent, morts, à la science. Un éléphant de la ménagerie de Versailles étant mort, l'Académie fut mandée pour le disséquer. M. Duvernay en fit la dissection, M. Perrault la description des principales parties, et M. de la Hire en fit les dessins. Jamais peut-être dissection anatomique ne fut si éclatante, soit par la grandeur de l'animal, soit par l'exactitude que l'on apporta à l'examen de ses parties différentes, soit enfin par la qualité et le nombre des assistants. On avait couché le sujet sur une espèce de théâtre assez élevé. Le roi ne dédaigna pas d'être présent à l'examen de quelques-unes des parties. Et lorsqu'il y vint, il demanda avec empressement où était l'anatomiste, qu'il ne voyait point. M. Duvernay s'éleva aussitôt des flancs de l'animal, où il était, pour ainsi dire, englouti. Méthode archaïque, est-on à même de penser qu'on entend ce texte, Michel Blais, et visiblement non, c'était véritablement les pionniers de l'anatomie. Quand on fait de l'anatomie, on est dans la bête, si je puis dire. Il Ça, on faut peut être le dire. auprès de la bête. Ouais. Non, non, mais l'anatomie et disons, l'étude des corps est une chose qui avait commencé à l'académie. Certains académiciens avaient même donné leur corps. Mariotte a été disséqué par ses collègues en partie, oui. Et alors, c'est une chose qui m'a toujours paru très étonnante, mais je ne sais pas si je me donnerais à disséquer par mes collègues. Mais enfin, donc, et des travaux de dissection se sont faits, Ouais. disons, très très tôt. C'était vraiment un travail très très important et très décisif. Mais effectivement, tout à l'heure, nous avons vu l'opération du roi. C'est à l'issue de ces travaux de dissection que le corps est mieux connu et que des travaux, effectivement, disons, de chirurgie peuvent se mettre en place quand même. Et puis, autre côté, autre démonstration possible de cette science dans ce lieu qu'est Versailles, c'est véritablement ces scènes qui deviennent des scènes de spectacle. Et par exemple, ce sont les expériences sur l'électricité de l'abbé de Nolay. Allez, un dernier petit texte, on se fait plaisir quand même. Un texte de Luynes, Mémoire du duc de Luynes sur la cour de Louis XV, un document qui date du 14 juin 1746. Il ne faisait d'abord ses expériences qu'avec des tubes de verre frottés avec la main. Depuis, il a fait faire un globe de verre qui se meut par une grande roue et que l'on échauffe de même avec la main en la tenant contre le dit globe. Il avait déjà éprouvé qu'en mettant 12 personnes montées sur des gâteaux de pois-résine dans la chambre où est le dit globe tourné par le moyen de la roue et échauffé avec la main, les dites 12 personnes, communiquant l'une à l'autre par des barres de fer entre leurs mains, et l'une des dites 12 personnes ayant la main gauche auprès du globe sans y toucher, la 12e mettait le feu avec son doigt à l'esprit de vin que l'on avait seulement un peu échauffé. L'abbé de Nolay se livre à ce genre d'expérience, visiblement quand même avec savoir, pertinence, dextérité. Il ravit le spectacle, enfin, l'assistance et se donne en spectacle. Cet abbé de Nolay donc a marqué ce temps aussi. Ah, l'abbé Nolay est très présent à Versailles. Bon, il avait une notoriété dans le monde avant d'arriver à Versailles, mais il arrive dans les années 40 pour faire ses démonstrations d'électricité à la Reine et à la Dauphine. Là, on est au sommet de la science spectacle. On est dans la galerie des glaces. Il n'y a pas d'enjeu à la démonstration. L'abbé Nolay ne va pas vendre son invention. Et la cour est toujours très friande de spectacle. Et il faut bien reconnaître qu'il y a toujours eu une part de cette science en science spectacle qui assurait aussi son succès à la cour. Il ne faut pas négliger cet aspect-là. De toute manière, la science spectacle, il me semble, pour obtenir des moyens, on a besoin de séduire.
Et Michel, n'est-ce pas encore aujourd'hui le cas si on veut obtenir des moyens? On peut le faire. En tout cas, l'abbé Nollet, c'est quelqu'un qui est très très présent à la cour Oui. et qui a été alors l'objet de controverses scientifiques avec Franklin. On a eu des discussions très vives par lettres interposées, par personnage interposé, sur la nature de l'électricité qui passionnait dans les années 50. Oui, on est dans l'enfance de l'électricité. Hein. C'est un domaine qui trouvera disons, ses théories au 19e siècle, au début du 19e. On est vraiment là dans le champ de qu'est-ce que l'électricité et les premières expériences. C'était la bouteille de Leyde, non? Ah, mais c'est déjà un peu plus tard. Ah, C'est-à-dire qu'on est vraiment ça, c'est au les prémices. début. C'est vraiment les prémices. Les premières expériences d'électricité statique se font à la Royal Society. Newton s'occupe un peu de ça. Mais c'est vraiment les débuts. Hein. C'est vraiment le début. Et tout de suite, ça prend un aspect spectaculaire extraordinaire. Complètement. De la même façon que les éclipses aussi. Le travail des astronomes peut devenir un véritable spectacle et d'expérimentation de la même façon. Bon, il y a les miroirs ardents, la montgolfière, mais par rapport aux éclipses, là, il y a un personnage, une famille, les Cassini, mais il y a un document que je vais vous faire entendre. Ce sera le dernier de cette émission, daté du 3 mai 1950, toujours extrait des archives de l'INA. C'était dans l'émission La femme et le foyer, une émission d'Elisabeth Darcier et Francis Covert. Écoutez bien, on se dit que parfois, il y a aussi la société à rééduquer. Bon, Francis Covert, où sommes-nous ce matin, alors? Nous sommes, ma chère amie, à l'Observatoire, et vous le savez, c'est sous Louis XIV que se dessina vraiment la nécessité de construire un observatoire à Paris pour l'astronomie. Le ministre Colbert chargea Claude Perrault de fournir les dessins de l'édifice, et Cassini, appelé d'Italie, en prit possession en 1672. Il fit ses remarques aussitôt pour obtenir le méridien de Paris, et il l'obtint. Cassini, qu'une anecdote assez amusante illustrera pour la postérité. Il faut dire qu'en effet, au XVIIe siècle, au moment où on venait de construire cet observatoire, une très grande dame, ayant lu dans le Mercure galant que Cassini annonçait une éclipse de lune pour le soir même à 11h30, s'empressa de donner des ordres pour être porté en chaise à l'observatoire. À 11h25, la dame n'avait pas encore mis ses mouches. Vous savez, ces grandes beautés de satin noir que les femmes collaient sur leur visage pour être belles en ce temps-là. Aussi, sa camériste lui dit, mais madame, vous allez manquer l'éclipse. Ce à quoi la dame répondit, petite sotte, vous ignorez sans doute que Cassini est un homme du monde. Si je ne suis pas arrivé, il retardera son éclipse, voilà tout. Et la dame fut en retard d'une demi-heure, dit-on. Cassini, ayant égard à son rang, cherchait des excuses. La dame ne comprenait pas et lui dit « Cher grand ami, recommencez pour moi. » Ce à quoi Cassini répondit, et on assure que c'est un mot historique, je le veux bien, car il faut bien que les mots aient un jour une explication. « Enini, c'est fini. » C'est ce qu'aurait dit, dit-on, Cassini. Michel Blé. Oui, c'est amusant. Une politique scientifique élaborée à Versailles, et puis en même temps une société qui ne comprend pas toujours les fonctionnements de cette science. Mais c'est pas vraiment très nouveau. Hein. Non, bien sûr. Aujourd'hui encore. C'est toujours vrai. Hein. Ça n'a pas vraiment changé, ça. Et puis là, il y a un effet de style. Et puis il y a aussi, ça m'a fait penser en écoutant ça un petit peu. Je me suis dit, on est un peu dans les livres que l'on trouvait au début du 18e, du style le newtonianisme pour les dames. Et ces choses-là qui étaient des ouvrages importants et qui mettaient les femmes à leur place, c'est-à-dire juste écoutant. Et là, l'émission était un peu faite de cette manière-là aussi. Et là, vous ne cherchez pas à offusquer la gente féminine d'aujourd'hui. Pas bien du tout, sûr, pas bien du sûr, tout. Michel Blé. Merci à tous les deux de nous avoir fait participer et y prendre part à justement cette plongée dans les sciences à Versailles. Merci Béatrix Saul pour poursuivre cette émission. On peut renvoyer nos auditeurs sur le site de l'émission franceculture.com à la rubrique émission La Marche des Sciences, parce qu'on y a mis un lien, le lien du château de Versailles, et sur l'exposition. Et puis également, il faut citer le catalogue de l'exposition. Un livre signé Catherine Arminjon est sorti aux éditions Découverte Gallimard et qui s'intitule Versailles et les sciences. Et puis, n'oublions pas les cahiers de sciences et vie. Il y a un spécial Versailles, le pouvoir et la science, numéro d'octobre-novembre, très bien fait. Et puis Michel Blé, on ne se lasse pas de votre dictionnaire, donc je le rappelle, la science classique 16e, 18e siècle, co-dirigé avec Robert Halleux. Merci à vous, Philippe Lodenbach. Et puis je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de visiter la nouvelle galerie des enfants ouverte depuis le début du mois, donc au Muséum national d'histoire naturelle.
Non, personne. Non, Eh ben, non, on pas. vous y emmène alors, c'est tout de suite dans la seconde partie de la Merci. marche. Oui.